Bonjour, on est vendredi le 18 mai 2012 et aujourd'hui je vais faire un petit panorama de la situation dans le monde. Alors je commence par la France où monsieur François Hollande, le nouveau président de la République, a réussi son pari d'une parité au sein de son gouvernement. Il y a 17 ministres qui sont des hommes et 17 ministres qui sont des femmes. Alors félicitations pour avoir réussi ce pari qui paraissait effectivement un peu compliqué à arranger, mais c'est fait. Alors vous avez peut-être vu cette image, ce cartoon, ce dessin politique qu'on trouve dans le International Herald Tribune, où il y a monsieur Hollande qui frappe à une porte qui a l'air d'être la porte d'une classe, et il dit bonjour, je suis le nouveau, et il y a Madame Merkel qui a l'air d'être une institutrice assez acariâtre qui entrouvre la porte, et elle dit oui, je sais, vous êtes le nouvel étudiant, le nouvel élève. Et ben, on voit la classe par la porte entrouverte, on voit la classe dans laquelle sont déjà assis les autres qui ne mouftent pas, où il est écrit austérité sur le tableau. Alors, les États-Unis, vous avez vu, on est dans une situation très compliquée par rapport à une banque qui s'appelle JP Morgan Chase, qui était, bon, comme vous l'entendez par le nom, il y avait la banque Chase Manhattan, elle a fusionné il y a pas mal d'années avec la banque JP Morgan, elle a repris le nom de Jean-Pierre Pont Morgan, un financier du début du 20e siècle. Et cette banque est en difficulté parce qu'elle vient d'essuyer des pertes tout à fait considérables. Le premier chiffre qu'on avait mentionné, c'était de 2 milliards de dollars de pertes. J'avais fait un petit billet à ce sujet-là et j'avais ironisé sur le fait que ce chiffre de 2 milliards était certainement provisoire. Et pourquoi provisoire? Parce qu'il est clair des explications qui sont données par la banque qu'en fait, qu'ils n'ont pas encore véritablement dénoué leur position, c'est-à-dire qu'ils sont encore vulnérables à des pertes supplémentaires. Et hier, on parlait déjà d'un milliard supplémentaire. Bon, alors, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet article de M. Battiston et de quelques collaborateurs qui s'appelait The Network of Global Control. C'est un article dont j'avais rendu compte ici en l'appelant Les Maîtres du Monde. C'était un article où bon, M. Battiston et ses collaborateurs à Zurich avaient analysé pour la première fois les relations existantes entre toutes les grandes compagnies du monde, que ce soit des compagnies qui soient cotées en bourse ou non. Regardez les participations et s'était aperçu que 700 compagnies représentent 80% du volume. Si vous vous contentez de 40% du volume de ces compagnies, volume financier de ces compagnies, si vous vous contentez de 40%, il n'y en a plus que 147. C'est-à-dire qu'il y a un très très petit nombre de ces compagnies qui contrôlent véritablement si pas le monde, en tout cas la finance, en tout cas l'argent. Si pas le monde, en tout cas l'argent. Alors, de nos jours, vous savez, il n'y a pas une très grande différence entre les autres. Alors, le problème, c'est que JP Morgan est numéro 5 sur la liste de ces compagnies qui détiennent le monde. Alors, ils sont quand même bien placés. Alors, si ça s'écroule, eh bien, bon, ce que ça montrait, en tout cas, cet article, c'est l'intrication, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit cœur, un tout petit noyau de compagnies qui détiennent le monde. Et évidemment, derrière ces compagnies, ce petit nombre de compagnies, il y a un tout petit nombre de personnes également. Alors, ce que cette intrication montre, le fait qu'il y a un cœur, qu'il y a un noyau qui contient pratiquement tout, c'est que si ce noyau est atteint, et ça avait déjà été le cas, parce qu'il y avait déjà Bear Stearns et Lehman Brothers dans ce noyau, et on sait ce qui s'est passé quand ces compagnies ont disparu. Alors, si JP Morgan est affecté, là, on est au cœur du réacteur, véritablement, voilà. Et donc, on ne sait pas encore combien d'argent va être perdu au total. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, ce qui est allé mal, bon, et on m'a demandé pour un journal en ligne récemment, est-ce que je pouvais donner une explication simple de ce qui s'était passé, et c'est pas possible. Bon, j'ai dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est de la finance, c'est de l'ingénierie financière au plus haut niveau. Ces gens-là n'ont pas fait d'erreur flagrante. Bon, c'est très compliqué, leur machin. On se met sur une telle position sur 5 ans, et puis dans une position inverse sur 10 ans, et puis parce que voilà, ça permet d'enlever la volatilité. C'est de l'ingénierie financière au plus haut niveau. Et qu'est-ce que ça produit? Une perte qui sera au moins de 3 milliards de dollars. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve simplement que la théorie économique,
la théorie financière qui est derrière ne vaut absolument un clou. Bon, si vous lisez le blog, si vous lisez mes livres, ça fait un moment que j'en parle. En fait, bon, quand j'ai commencé dans la finance, j'ai un article encore qui date de, je crois que c'est de l'année où j'ai commencé, ou l'année suivante, 90 ou 91, et où je démonte ce que je suis en train de faire, et je dis, mais ça va pas tenir, ça tient pas tout ça. C'est pas, il y a trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Quand vous regardez des articles qui sont écrits maintenant par des physiciens ou des mathématiciens sur ce qu'a fait l'économie, et il y a un grand intérêt pour ça depuis le début de la crise, alors il faut lire ces articles par des physiciens. Ils sont là à se taper sur les cuisses et ils sont là à dire tu as regardé, tu voyais ce que ce crétin faisait, racontait, etc. Bon, ça ne nous arrange pas vraiment parce que tout ce qu'on continue à faire à l'intérieur des banques, on continue encore à le faire sur ces théories qui ne valent pas absolument pas un clou. Alors ça fait rire les physiciens, mais tout ça est en train de s'écrouler. Et comme je le dis, c'est pas de la fraude chez JP Morgan. Ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Ils ont essayé vraiment de se protéger au départ contre quelque chose. Et c'est simplement parce que toutes les suppositions théoriques qui sont derrière ne valent absolument rien. Tout ça ne tient pas. Quand un physicien, un mathématicien regarde ça, il s'en tape les cuisses. Mais ça ne nous arrange pas, ça ne nous sort pas d'affaire parce qu'il n'y a pas encore de truc de remplacement. Alors, bon, ça, c'est ça. Alors, où est-ce que ça va nous entraîner, ces trucs? Bon, le FBI s'en mêle aux États-Unis, la SEC, Securities Exchange Commission, parce que le régulateur des banques sur cet aspect-là de circulation des capitaux, mais ça ne va pas arranger les choses non plus que ces gens se fassent interroger sur ce qu'ils font. Bon, la seule chose un petit peu positive, c'est que M. Jamie Dimon était en fait un croisé, qui est à la tête, le CEO, le président directeur général de JP Morgan Chase était un des croisés contre la régulation bancaire. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Bon, le fait qu'il soit en retraite, enfin bon, qu'il soit dans sa retraite de Russie personnelle, va faire simplement qu'on va pouvoir faire refaire un Glass-Steagall, etc. Mais dans combien de temps bon, ces choses, tout ça est en train de s'écrouler trop rapidement. En Russie, ben vous voyez, en Russie, c'est intéressant parce que ça rappelle un peu ce qu'on voyait il y a un an et demi en Syrie, c'est-à-dire le début d'une contestation systématique par la population. Le dernier truc que j'ai vu dans le monde, c'est le groupe Pussy Riot, qui est un groupe de jeunes femmes qui se disent punk et qui font de l'obstruction, qui font comment dire, de l'agitation, mais ils ne sont pas les seuls. Ça émerge en ce moment d'un peu partout. Alors, est-ce que c'est bon pour le pouvoir? Probablement pas. Bon, M. Poutine a les moyens d'arrêter ce type de contestation. Mais enfin, s'il y a un mouvement qui est enclenché, c'est pas une bonne chose. Alors, en Chine, vous vous souvenez, le scandale autour de M. Boxilai, qui était à la tête de la province du Chongqing, dont l'épouse est en prison pour avoir, sous l'accusation d'avoir empoisonné un homme d'affaires chinois. Alors les nouvelles, pardon, excusez-moi, un homme d'affaires britannique qui lui était lié sur le plan des affaires. Alors tout ce qu'on découvre en ce moment, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que ce monsieur Boxila était très très près en fait de l'armée chinoise et qu'il avait beaucoup de sympathie là-dedans et que c'est peut-être pas terminé, qu'on fait venir tous ces généraux pour leur demander ce qu'ils pensent exactement, où ils se situent par rapport aux clients, aux courants réformateurs, pro-capitalistes et par rapport à l'autre courant qui est celui qu'on appelle les princelings en anglais, les fils de princes, c'est-à-dire les anciens, les fils et les filles d'anciens dignitaires liés à Mao Tse-tung des tout débuts de la révolution qui commence à la fin des années 30, comme vous le savez. Et donc, il y a véritablement une lutte de pouvoir autour de ce changement qui doit avoir lieu au sein du Parti communiste chinois, qui doit avoir lieu au mois d'août. Et les choses sont vraiment très ouvertes parce qu'il y a il y a des bruits de sédition ici et là. Est-ce que l'armée était vraiment prête à se mettre du côté donc de ces fils de princes et en particulier de M. Boxilai? Et alors, le grain de sable qui est en train de faire déraper tout ça, c'est le fait que sa femme s'est probablement rendue coupable d'un meurtre. Ce qui veut simplement dire probablement que ces gens se pensaient vraiment très à l'abri des retombées de leurs actes. Alors, tout ça, évidemment, en Chine s'accompagne de chiffres qui maintenant ne sont plus aussi brillants qu'ils l'avaient été autrefois. Quand en 2007, on pouvait compter sur une croissance de la Chine de 12% absolument garantie. On n'en est plus là.
Grande-Bretagne, Grande-Bretagne. Ah, Grande-Bretagne, ça c'est très intéressant aussi. Bon, bah, Madame Rebecca Brooks, qui a été à la tête qui a été la rédactrice en chef de News of the World à une époque, et aussi également de Sun, dont je rappelais que c'est ce qu'on appelle en Angleterre la gutter press, la presse de la rigole, du ruisseau, du caniveau. Un personnage important qui était probablement numéro un à l'intérieur du groupe de Rupert Murdoch en Grande-Bretagne. Madame Rebecca Brooks a été inculpée formellement, ainsi que son mari. Bon, alors, ce sont des grands amis, Ils étaient des grands amis de Monsieur Tony Blair à une époque, mais ils sont surtout des grands amis de Monsieur David Cameron. Et au moment où la justice a commencé à faire des ennuis à Madame Rebecca Brooks, il y a pas mal de textos qui ont été encourageants, qui ont été échangés entre Monsieur David Cameron, Premier ministre, et Madame Brooks, qui apparaissent à la surface. Alors, cette intrication entre le milieu de la presse, le milieu des affaires, le gouvernement est apparue aussi dans le fait que il y a un monsieur qui est le ministre de la culture, des médias et des sports en Grande-Bretagne, qui s'appelle monsieur Jeremy Hunt, et dont un collaborateur parmi vraiment les plus proches, était en train, avec un lobbyiste du groupe de M. Murdoch qui s'appelle News Corporation. M. Murdoch était candidat au rachat d'une chaîne de télévision par satellite. Et on s'aperçoit que donc un collaborateur très proche du ministre était en train simplement d'arranger ça avec le lobbyiste en lui disant comment est-ce qu'on présente l'affaire, etc. C'est-à-dire que c'était réglé d'avance. Et cet adjoint du ministre demande en particulier au lobbyiste comment est-ce qu'on va gérer cette histoire de justement d'écoute téléphonique qui a lancé toute l'affaire vis-à-vis du groupe de presse Murdoch. Je vous rappelle que ça a commencé, bon, on ne peut pas entrer dans le détail de tout ça, ces journalistes mettaient donc sur écoute, allaient pirater les téléphones mobiles, s'arrangeaient pour essayer de savoir ce qui se trouvait dans les mails qui étaient échangés, et ils le faisaient simplement, voilà, on allait pirater, on allait écouter. Et ça avait commencé, la raison pour laquelle le scandale avait éclaté, c'est qu'ils ont allé faire ça dans le téléphone mobile d'une jeune fille qui avait été assassinée, et c'est comme ça que tout a démarré. Mais ça montre que bon, bon, il le faisait aussi avec les membres de la famille royale. Il se gênait vraiment pas, les sportifs, enfin bon, tout ça. Il y avait la société anglaise était sous écoute par la presse de caniveau, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait apparaître? Ça fait apparaître la connivence entre tous les gens qui dirigent au sommet, qu'ils soient manias de presse et tous leurs collaborateurs, les grandes entreprises, le gouvernement, tout ça est mis au service de la même cause, c'est-à-dire de nous raconter des bobards et de prendre des décisions à notre place. Alors, ça c'est pour la Grande-Bretagne. On passe à l'Espagne. On passe à l'Espagne. Le taux ce matin pour le 10 ans, c'est du 6,32%. Ça veut dire que, bon, il faudrait faire les calculs de manière un peu plus précise, mais enfin, ça veut dire quand même qu'on attend que les marchés des capitaux et le marché en général s'attend à ce que il faudrait que l'Espagne, simplement, grâce au pacte de stabilité financière et la règle d'or, il faudrait que pour l'Espagne ait un taux de croissance qui soit supérieur à ça, sinon elle s'enfonce encore davantage dans la dette. Pourquoi? Parce qu'on fait ce calcul stupide par rapport au PIB. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Même M. Lamy et M. Attali ont mentionné ça récemment quand ils ont écrit un texte ensemble. Alors, est-ce que l'Espagne peut s'en sortir avec du 6,32 ou même l'Italie avec du 5,84? Je crois que c'est le dernier chiffre que j'ai vu aussi. Bien sûr que non. On est déjà en Europe, on est déjà très content ce mois-ci de s'apercevoir que la croissance est à zéro. Alors imaginez des croissances dans les 6% ou dans les 5%, ça n'a absolument aucun sens. Alors les Espagnols, ils ne sont pas tout à fait idiots. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent leur argent de leur banque. Il y a la fameuse banque Bankia qui avait été faite en rassemblant 7 caisses d'épargne. Elle est dans le dernier dessous. Dans ces derniers jours, elle a perdu 29% de sa valeur boursière. Et on nous dit que c'est pratiquement une panique bancaire au niveau de ses clients. Les gens partent. Alors vous le savez, c'est coté encore en bourse parce que ça n'a été que partiellement nationalisé par l'État espagnol, mais c'est la fin de ce côté-là. Alors la contagion, bien entendu, n'en parlons pas. Plus
plus ce taux qui est exigé maintenant par les marchés des capitaux vis-à-vis de l'Espagne. C'est-à-dire que bon, l'Espagne est en train d'entrer la spirale dans laquelle on a vu la Grèce entrer au début de l'année de 2010. Alors, comme vous le savez, l'Espagne, c'est autre chose que la Grèce par rapport à son PIB précisément. On ne pourra pas sauver Déjà qu'on a du mal à sauver la Grèce à l'intérieur de l'organisation, mais sauver l'Espagne, et avec du 5,8% pour du 10 ans pour l'Italie, on n'est pas loin, non plus. Déjà, bon, 5,8% de croissance qu'on exige de l'Italie pour ne pas s'enfoncer encore davantage, c'est énormément. Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire? Bon, on va dire un petit mot de la Grèce. Il faut que je retrouve le nom de... Ah, je le sais, je ne le trouve plus. Ah si, voilà, il faut que je retrouve le nom parce que je ne le connais pas par cœur. Voilà, monsieur Alexis Tsipras, qui est à la tête du parti Syriza. C'est très intéressant ce qu'il a dit hier, parce qu'il a dit hier à la communauté européenne, à la zone euro, dirigeant la zone euro, il leur a dit chiche, laissez tomber la Grèce, on va voir. Voilà, faites-le, allez-y. Bon. Alors, ben oui, si on veut sauver la zone euro, il va falloir passer par ces conditions. Alors, il est nulle part en ce moment, mais simplement c'est son parti de gauche radicale, comme on dit, est très bien placé. Il est très bien placé dans les sondages pour les nouvelles élections qui viendront le mois prochain, pour le mois de juin. Donc, il peut dire ce genre de choses. Bon. Et admettons que la zone euro, et les jetons et sauve la Grèce comme ça, sans condition, sauf point de condition. Mais imaginons une seconde, parce que l'Espagne et bientôt l'Italie sont dans des situations vraiment très semblables. Imagine-t-on M. Rajoy disant dans quelques semaines à la zone euro, en disant « Allez, chiche, vous nous laissez tomber ou bien quoi ?» etc. Le reste de l'Europe, qu'est-ce qui reste? Bon, je ne vais pas être méchant pour les pays que je ne vais pas citer, mais enfin, il reste essentiellement l'Allemagne et la France à ce moment-là. Sauver l'Espagne et l'Italie en même temps, en plus de la Grèce qui ne sera probablement pas encore réglée tout à fait, c'est pas possible. Les autres n'ont pas les moyens. Je commence à utiliser cette image de la cordée tout au début 2010, j'ai bien souvenir, si j'ai bon souvenir. Alors, on est dans la cordée à 17 et ceux qui pendent dans le vide, je ne vais pas rappeler leur nom, ceux qui sont en train de chanceler, dont les pieds n'accrochent vraiment plus sur la paroi, c'est l'Italie et l'Espagne. Il en reste deux au sommet, et plus quelques petits, il en reste deux au sommet. Ils ne peuvent pas. C'est simple, ils ne peuvent pas. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas parler de tous les pays du monde, mais j'ai fait un petit tour. Alors, je vais terminer de la manière suivante. Voilà. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Ma jument grise est décédée. Dites-moi donc, cocher fidèle, comment cela s'est-il passé? Eh bien voilà, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Bon, allez, à la